Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. 143,8 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires réalisé par Apple fin 2025, un record historique qui dépasse même largement les attentes des analystes. Comment expliquer cette performance exceptionnelle ? On va analyser les résultats trimestriels dévoilés par Tim Cook. Dans cette émission, on va également parler de l'arrivée de l'AirTag 2, du lancement de l'offre Creator Studio et d'une acquisition d'envergure de la part d'Apple. Nous sommes le samedi 31 janvier, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. C'était la semaine des premières pour Apple, première présentation des résultats trimestriels, première nouveauté matérielle de l'année et premier lancement de service. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ? Salut Stéphane, ça va très bien, mais par contre je crois que tu as oublié le plus important dans ton discours, dans ton introduction, c'est que tu ne parles pas du tout du nouveau bracelet Bike Unity qui est sorti cette semaine, et de l'énorme polémique qui s'en est suivie derrière, à savoir qu'il n'y a pas de nouveau cadran cette année. Voilà, donc je suis très déçu par tout cela. Et toi, ça va ? Ça va, ouais. Bah, il est joli quand même ce bracelet, je trouve plutôt réussi cette année. T'en penses quoi ? C'est très flashy, c'est-à-dire que oui, mais pourquoi pas. non, mais à la limite, c'est surtout sur le cadran. Je me souviens, ils font souvent des jolis cadrans Black Unity, mais ces derniers jours, les cadrans pouvaient être jolis, mais ils n'étaient pas très lisibles, ce qui était un petit peu problématique quand il s'agit de lire l'heure. Mais c'est un détail. C'est vrai, ouais. Dis-moi, en préparant l'émission, là, est-ce que tu as gagné en productivité avec le Creator Studio ? Non, on en blaguait avant d'enregistrer, mais je n'enregistre pas encore ce podcast avec Logic. J'ai pas voulu prendre de risques. Donc pour l'instant, mes gains de productivité sont assez restreints. J'ai un petit peu joué, ceci dit, avec les applications de la suite iWork. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Enfin, je pense qu'on y reviendra. C'est un peu compliqué la façon dont ça a été mis à jour. Et oui, je joue un petit peu avec Pixelmator. Il y a quelques petits changements qui sont plutôt bien pensés. C'est pas mal. Mais voilà, pour l'instant, ça reste gentil. On va parler tout à l'heure. On va déjà commencer par une analyse des derniers résultats financiers d'Apple. Alors, ils portent donc sur le dernier trimestre 2025, à la période de Noël. Je l'ai dit en introduction, le chiffre d'affaires s'élève à 143,8 milliards de dollars. C'est presque 16% de plus qu'il y a un an et c'est du jamais vu. C'est un record historique. Ça dépasse même les prévisions les plus optimistes des analystes. Le bénéfice s'élève, lui, à 42 milliards de dollars, oui, en augmentation de 16% aussi. Christophe, toi qui as veillé pour écouter Tim Cook et Kevin Parekh, le nouveau directeur financier, comment expliquer de tels résultats ? C'est très simple. Tu sors un iPhone orange, ça se vend. Enfin voilà, je vois tout de suite la différence. Je vois pas. Bon, mais ils auraient dû le faire il y a longtemps alors. Oui. Non, mais moi, ça fait des mois et des mois et des années que je tanne Tim Cook pour qu'il le fasse, et voilà. Et dire que je l'ai même pas acheté. Bon. Il y a aussi ce que les analystes appellent, on est dans un super cycle de renouvellement. Donc ça fait, c'est très expression d'analyste, mais voilà, il y a... Alors, le phénomène n'a pas commencé avec les iPhones sortis à la rentrée, mais il date plutôt du printemps, et donc il y a eu un grand cycle de renouvellement du parc d'iPhone qui a commencé. Alors, c'est toujours un petit peu la question, pourquoi à ce moment-là ? Parce que bon, les iPhones, donc on était aux iPhone 16, ils étaient sortis déjà depuis 5-6 mois. Ils sont pas devenus plus sexy du jour au lendemain, on peut quand même pas... On voudrait bien attribuer cela au succès d'Apple Intelligence, mais c'est pas le cas. Mais voilà, ça a déclenché un truc. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est assez intéressant à noter, c'est que lorsqu'on rentre comme ça dans une importante période de renouvellement, quel est le marché qui se réveille d'un coup, alors qu'on le croyait moribond depuis des mois et des mois ? C'est la Chine, qui est la grande satisfaction d'Apple pour les fêtes de fin d'année. Et puis là-bas, il n'y a pas Apple Intelligence, donc on ne peut pas dire vraiment que c'est Apple Intelligence qui sert à faire vendre des iPhones. Ouais. Alors, je pense que ce phénomène, il est parti pour durer quelques trimestres. Alors, tout simplement parce que Apple n'a tout simplement pas rattrapé la demande actuellement. Et donc, le premier trimestre, notamment en Chine, peut être relativement dynamique à cause du nouvel an chinois.
Et puis, après, on va quand même sur un second semestre assez intéressant avec cet iPhone pliable qui pourrait également avoir son petit succès et participer à doper le chiffre d'affaires d'Apple. Alors, je le dis, c'est un petit peu une phrase bateau, hein, mais ça n'a jamais été aussi vrai. Quand l'iPhone va, tout va, parce que le reste, c'est assez correct, c'est bien sans plus. Ça a été un trimestre moyen pour le Mac qui enregistre un tout petit recul de ses ventes. Mais bon, il y a un an, c'était quasiment un trimestre exceptionnel pour le Mac, et maintenant un trimestre exceptionnel pour le Mac. Un an plus tard, c'est un trimestre correct. Donc ça montre également de la manière dont le Mac a progressé, sachant qu'on n'a pas eu de nouveautés matérielles en fin d'année dernière, si ce n'est ce pauvre MacBook Pro 14 pouces M5. Qui est quand même très bien. Mais c'est vrai que Oui, il est très bien. il n'y a pas de Mais MacBook Air, de Mac Mini, etc. c'est une machine, je sais pas si c'est une machine un peu sous-estimée dans la gamme, mais il a du mal à se faire une place entre le MacBook Air et, on va dire, les MacBook Pro qui sont un peu plus costauds. Il y a l'iPad qui augmente gentiment, qui est, je crois, plus 6, plus 7%, c'est pas mal. Bon, la petite déception, c'est, on va dire, la division autres produits qui, alors ça fait 2 ans d'affilée, même peut-être un peu plus, que trimestre après trimestre, cette division annonce un recul de son chiffre d'affaires. On espérait que les AirPods Pro allaient inverser la tendance, et ça aurait pu être le cas. Parce que je crois que la baisse est de 1 ou 2%, donc elle est quand même très très légère, et Tim Cook a expliqué qu'ils ont été surpris par la demande, et que s'ils avaient pu répondre à toute la demande, cette division aurait été dans le vert. Et puis alors, on n'en a pas parlé, mais effectivement, il y a la division des services, mais la division des services, ce n'est rien d'autre qu'une division, comment dire, c'est le bras armé de la division iPhone, c'est une sorte d'extension, et là, tout va bien. Lors de la conférence, donc avec les analystes, il y a 2 ou 3 petites choses intéressantes qui sont à noter. Donc il a beaucoup été question notamment de l'accord avec Google au sujet de Gemini et de Siri. Bon, là, il n'y a pas grand-chose de spécial à dire. Tim Cook a confirmé qu'Apple allait malgré tout continuer à développer Apple Intelligence dans son coin, et qu'il voyait l'annonce avec Google, enfin, il voyait ça comme un partenariat. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on lui a posé aussi des questions sur la hausse des coûts, notamment de la RAM et du stockage. Et là, la réponse de Tim Cook, elle a été assez surprenante, parce que d'habitude, lorsqu'on se pose cette question, Tim Cook est assez prudent, voilà. Et là, il a reconnu le fait, il a reconnu que ça avait eu un petit impact sur les marges lors du dernier trimestre, que l'impact sera un peu plus important pour le trimestre en cours. Mais ça semblait pas le préoccuper autre mesure, en disant oui, on a des moyens pour gérer ça. Donc on verra, mais il semble qu'Apple est plutôt bien armé pour traverser cette crise. Il n'y a pas eu aussi un mot sur sa succession. On sait que c'est une thématique qui revient maintenant de plus en plus dans l'actualité. Alors j'imagine que les analystes ont été briefés pour ne pas poser de questions à ce sujet-là. Ouais. C'est étonnant quand même. Ouais, mais après, au total, il y a peut-être 10 personnes qui parlent, et bon, les questions c'est quand même un exercice assez cadré. Et alors, il y a un petit truc qui est aussi assez nouveau lors de la publication des résultats trimestriels d'Apple, c'est qu'il y a 2 ou 3 trimestres, alors on avait été surpris, donc il avait publié le communiqué de presse, et la première chose dont on parlait, donc le communiqué de presse sur les résultats d'Apple, c'était le succès de la politique environnementale d'Apple. Et là, pendant la conférence, on a eu pendant 2 petites minutes un petit discours sur la diversité et les valeurs d'Apple. Alors bon, c'est sans doute pas innocent. Je pense qu'il y a une volonté d'Apple d'envoyer un message, parce que bon, en théorie, lorsque vous discutez avec des analystes, c'est pas ce qui intéresse le plus. Cette semaine, c'était aussi le lancement du premier produit Apple de 2026. Presque 5 ans après la première version, on peut désormais compter sur l'AirTag de 2e génération pour retrouver ses clés ou ses bagages. Alors la forme ne change pas, c'est toujours une petite balise qui allie un dôme en plastique blanc à un couvercle en acier inoxydable. C'est pas plus mal, comme ça on peut réutiliser ses accessoires. Il y a 2 nouveautés essentiellement. La première, c'est le haut-parleur qui est plus puissant.
Et la deuxième, c'est la portée qui est plus importante. Donc on parle aussi bien de la portée du Bluetooth que de la portée de la localisation précise. Pour cette fonction spéciale, l'amélioration est permise par l'intégration d'une puce ultra-wideband de deuxième génération. Et il y a un bonus en quelque sorte, puisqu'il devient possible d'utiliser la localisation précise avec une Apple Watch récente. L'AirTag 2 coûte 35 € l'unité, c'est 4 € de moins que le modèle de première génération. J'ai l'impression que ça fait un carton. Bah, je suis pas certain, à vrai dire. Ah bon? Alors que moi, non, j'aime beaucoup les AirTags, il n'y a pas de souci. J'ai lu le test de Nicolas attentivement. La mise à jour a l'air très intéressante. Alors, je crois que c'est dans le test. D'ailleurs, Nicolas se demandait, mais comment se fait-il que les AirTags 2 ne sortent que maintenant, alors que les puces, la puce ultra wideband de deuxième génération est installée sur les iPhones et les Apple Watch depuis un certain temps déjà. A priori, de ce qu'on en avait appris, c'est que Apple avait produit beaucoup trop d'AirTags et que ça prenait du temps pour écouler les stocks. Et c'est le corollaire à tout ça. Moi, je me demande à quel point les clones n'empiètent pas sur les ventes d'AirTags. On trouve, alors c'est souvent limité à du Bluetooth, mais on trouve des AirTags, des clones d'AirTags à des prix, on va dire entre 10 et 30 €. Ouais, ou même moins, ça coûte plus rien du tout maintenant. Ouais. Voilà. Mais je me demande si ces clones-là sont pas suffisants pour la majorité des gens, pour qui juste le fait d'entendre un petit bip suffit largement pour retrouver un objet. Et puis, alors, on parle de succès au carton, mais alors, s'il y a un appareil où il n'y a pas encore d'obsolescence, c'est bien les AirTags. Je pense pas qu'il y ait des gens qui vont dire « Oh, les AirTags 2 sont sortis, je vais remplacer mes AirTags 1 et je vais tout remplacer. » Moi, j'avoue que j'en ai commandé un parce que je suis très curieux de tester ça avec l'Apple Watch. Ça manquait un petit peu. Mais voilà. Donc, sans doute une mise à jour intéressante, sans doute pas révolutionnaire. Est-ce que ça va véritablement avoir un impact sur les ventes ? J'avoue en avoir aucune idée. Et c'est vrai qu'Apple, en plus, met pas forcément beaucoup en avant cet AirTag 2 pour l'instant. Enfin, tu vois, même son nom, il s'appelle juste AirTag. T'as pas AirTag 2 sur la boîte, ce qui ferait peut-être un peu plus vendre. Donc, même Apple, il y aura sûrement des publicités pour montrer qu'il a une meilleure portée ou des choses comme ça. Mais niveau marketing, c'est vrai qu'ils auraient pu faire plus. Ouais. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y avait aucune mention de ces nouveaux AirTags sur la page d'accueil d'Apple lorsque j'y suis allé cette semaine. C'est vraiment... alors, ils ont peut-être 2-3 lancements un peu plus importants, mais ouais, pour l'instant, ils jouent la carte de la discrétion. Effectivement, ouais. Alors, outre du matériel, on a eu droit à du logiciel cette semaine, avec plein de mises à jour pour les applications créatives et bureautiques d'Apple. Ces mises à jour ont été publiées à l'occasion du lancement du Creator Studio, un abonnement à 12,99 € par mois qui donne accès à Final Cut Pro, Logic Pro et Pixelmator Pro sur Mac et iPad. Et ce n'est pas tout, puisque cette nouvelle offre ajoute aussi des fonctions intelligentes à la suite iWork. Dans Keynote, par exemple, vous pouvez faire maintenant générer automatiquement des notes à partir de vos diapositives. Et dans Pages, vous pouvez habiller vos rapports avec des images générées par IA. Alors, est-ce que tu t'es abonné, Christophe ? Stéphane, tu nous as abonné ou pas ? Je sais pas, je vais justement te poser la question, moi. J'ai pas précisé, mais il y a aussi un mois d'essai gratuit, donc voilà, vous pouvez... on en est là pour l'instant. Ouais. Je sais pas si on va s'abonner, mais pour l'instant, le lancement, ça a quand même été un très, très, très beau bazar. Donc, on s'est tous retrouvés à faire la mise à jour Mac. Donc, tu fais la mise à jour, et puis quand tu relances l'application, tu dis « c'est super, je vais pouvoir tester là ». Puis tu t'aperçois que rien n'a changé, et tu as une boîte de dialogue qui dit que ta version est obsolète, et qu'il te faut télécharger une nouvelle version sur le Mac App Store. Tu lances tout d'un coup le Mac App Store, tu vas sur la page d'accueil, et tu dis « Mais pourquoi ils font la promotion d'Office 365 là ?» Je dis « Non, mais c'est pas le bon jour pour faire ça quand même ». Puis tu dis « c'est pas grave, j'ai utilisé le moteur de recherche du Mac App Store, je suis optimiste, donc je tape Numbers, il m'affiche bien Numbers, mais il m'affiche toujours l'ancienne version. » Donc j'avais déjà presque plus envie de tester les nouveaux Pages, Numbers et Keynote. Donc oui, moi je suis un peu plus, comme j'ai dit, iWork que les applications type Logic et compagnie.
Oui, donc comme tu le disais, l'intérêt c'est que ChatGPT est directement intégré dans les applications. Alors bon, on est habitué à lancer l'application de ChatGPT et de travailler en parallèle avec les deux apps l'une à côté de l'autre. Est-ce que ça va vraiment changer notre manière de travailler? Alors on a vu qu'il y avait quelques restrictions également au niveau de ChatGPT dans les applications. Et est-ce que ces fonctionnalités vont vraiment changer la vie des utilisateurs? J'en sais rien, là il nous manque clairement du recul. Sinon il y a quand même un truc que je trouve un petit peu gonflé. Alors donc l'une des nouveautés, c'est une nouvelle bibliothèque d'images. Alors tu peux copier, coller tes images entre les différentes applications de la suite Apple. Là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, cette image, si tu t'amuses à la copier ailleurs, par exemple sur Acorn, qui est un autre éditeur d'images, là, tu te retrouves avec une image bardée de filigrane, en disant où c'est écrit Apple Creator Studio, Apple Creator Studio. Ouais, je trouve ça vraiment très compliqué alors qu'on paye à la base, quoi. Oui, c'est ça, ils ont voulu faire un équivalent d'Adobe Stock, donc une banque d'images dans laquelle tu peux puiser pour habiller tes documents. Sauf que la licence, en fait, elle est beaucoup plus restrictive que ce que permet Adobe, puisque voilà, c'est vraiment les images que tu utilises, c'est seulement pour le Creator Studio, quoi. Tu peux pas les utiliser ailleurs. Donc ça fait des limitations assez bizarres, quoi. Et c'est étonnant parce que ça veut dire que tu peux t'en servir vraiment partout, ou est-ce que tu as des restreintes? Parce que si tu publies une image sur le web, t'as le droit, t'as pas le droit? Ah bah t'as pas le droit. Ouais, il y en a qui peuvent avoir des mauvaises surprises Ouais, avec ça. Enfin bon. ouais. Bon, on va terminer le tour de l'actu avec une acquisition annoncée par Apple cette semaine. L'entreprise a déboursé près de 2 milliards de dollars pour s'adjoindre le service de QAI. Alors bon, au vu des performances financières d'Apple, 2 milliards, c'est pas grand-chose, puisque je rappelle que ses bénéfices au dernier trimestre ont atteint 42 milliards de dollars. Hein. Mais mine de rien, cela en fait la seconde plus grosse acquisition d'Apple après Beats, qui avait coûté 3 milliards en 2014. Alors pourquoi dépenser autant dans une entreprise inconnue du grand public, Christophe? QAI va servir à quoi? C'est une bonne question. En tout cas, retenez bien ce nom. Alors, difficile à prononcer, hein. Aviad Maisels. Donc, c'est le nom, c'est le nom du créateur de cette entreprise. Donc, il a encaissé un beau petit chèque, mais c'est pas son premier fait d'armes. Il avait déjà vendu en 2013 PrimeSense. C'est cette société qui avait servi à l'élaboration de la technologie Face ID. Si Apple a mis 2 milliards, je pense que c'est d'autant plus facile que Aviad Maisel est un personnage connu du côté de Cupertino. QA est une société spécialisée dans les algorithmes de résonance vocale en milieu dégradé. Alors ça veut dire que même en chuchotant, même en parlant, en bougeant de manière presque imperceptible les lèvres, cette société est capable, grâce à ces algorithmes, de reconnaître ce que vous dites, en tout cas ce que vous murmurez. Alors évidemment, avec Siri, on imagine tout de suite l'avantage que de tels algorithmes pourraient avoir si la promesse est à la hauteur. Alors, on sait qu'Apple cherche à produire des produits autour de l'intelligence artificielle. Il y a le Human AI qui notamment semble intéresser les ingénieurs d'Apple. Et de manière générale, ces outils-là, toute industrie travaille sur des produits qui permettent d'enregistrer toutes les discussions que vous avez. Et donc, évidemment, la captation du son est un enjeu primordial. Et on imagine que les algorithmes de cette société pourraient être très utiles à Apple. On va espérer tout d'abord que Siri fasse des progrès grâce à ces algorithmes. Ce sera déjà un premier pas. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous, et puis on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sortie de Veille. Salut à tous.